Des transporteurs bloquent toute la matinée l'accès d'une entreprise de terrassement qui leur doit une somme importante. La société visée se dit en grande difficulté mais assure qu'elle fera le nécessaire au plus tôt. Le rectorat prend ses responsabilités. C'est le message de l'Académie transmis aux médias ce matin. Le recteur a assuré que tout sera fait pour protéger davantage enseignants et élèves en réponse aux événements survenus récemment dans plusieurs établissements. Le salon de l'agriculture, une vitrine pour les exploitants ultramarins. Une dizaine d'exposants nous représentent dans la capitale, bien décidés à faire la promotion des cultures culinaires guyanaises. Enfin, nous parlerons de la mi-carême avec ce matin un défilé des écoliers de Cayenne au stade de Georges Chaumette. Ambiance à découvrir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. On démarre ce soir au chapitre social avec la mobilisation de transporteurs devant une entreprise de terrassement toute la matinée. Ils souhaitent être payés pour un chantier déjà réalisé. La société en question fait état de ses propres difficultés pour être payée. Elle assure toutefois faire le nécessaire le plus rapidement possible. Xavier Paul Lepelletier. À terre, une filiale du groupe Octopussy est désormais officiellement à terre. Problème, une demi-douzaine de transporteurs et de terrassiers, patrons de PME, attendent toujours d'être payés. C'est l'annonce du licenciement de ces ouvriers qui ce matin les mobilisent par crainte de ne pas voir leur argent. Si leurs ouvriers ont déjà les notes de licenciement, cela veut dire que l'entreprise sera fermée. Donc je suis venu réclamer mes dividendes chez lui. À ma grande surprise, il me dit qu'il n'a pas de sous, mais il me fera une cession de créance. Qui dit cession de créance dit qu'on ne va pas me payer. En entendant cette information, tous les gens qui doivent viendront s'agripper sur nous. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de sortir leurs problèmes. Mais une fois qu'il y a un petit qui le sort, à ce moment-là, les autres viendront. Du côté de la présidence du groupe, Olivier Bernard comprend la grogne de ses sous-traitants. Pourtant, c'est la conjoncture économique qui l'accuse. Nous avons travaillé en sous-traitance pour un constructeur d'immeubles qui ne nous a pas réglé. De ce fait, nous n'avons pas pu régler nos sous-traitants qui sont notamment les transporteurs. Donc effectivement, à force que cette situation dure, et ça fait plusieurs mois, et je dirais à juste titre, je me mets à leur place et je suis même totalement solidaire avec eux, ils sont venus un peu mettre la pression pour être payés. Quand les patrons vont dans la rue, c'est que ça ne va pas bien. C'est vrai pour les gens du MEDEF, c'est vrai aussi pour les transporteurs. Donc je dirais aujourd'hui, quand quelqu'un n'honore pas sa dette, petit à petit, ça fait boule de neige. Donc effectivement, moi je comprends totalement leur réaction. Finalement, M. Bernard est parvenu à joindre le constructeur d'immeubles dont il attend 200 000 € en métropole. La situation devrait se débloquer rapidement. Autre mouvement social, un débrayage cet après-midi du personnel du centre d'information et d'orientation. Il dénonce de mauvaises conditions de travail, un manque de communication et un mauvais management général de la structure. Une souffrance qu'une partie des agents est allée porter au rectorat en charge de cette structure. On écoute la représentante au micro de Mia Pierre. Le mépris des règlements de recrutement qui ont été bafoués pour la nomination du DCIO au CIO. Donc tous ces personnels-là se sont mobilisés pour dénoncer un peu ces dérives managériales avec une UNIO qui n'a pas une maîtrise en fait de la réalité du terrain, puisque ça n'est pas une COP à la base, c'est un professeur de philosophie, donc il méconnaît un peu les réalités du terrain et qui ne prend pas en compte l'expertise de ses collègues pour pouvoir les associer aux décisions qui sont prises. Pour preuve, il y a des circulaires académiques qui ont été mises en œuvre et qui ne prennent pas en compte vraiment les réalités du terrain et qui sont inadaptées au public que nous rencontrons en Guyane. Nous demandons à ce que tous les personnels soient associés aux décisions qui vont être prises dans la politique menée au centre d'information et d'orientation. Tous ces personnels ont l'impression d'être lésés. Effectivement, ils subissent en fait des ordres qui sont donnés par quelqu'un qui ne maîtrise pas la réalité du terrain, qui va imposer un certain nombre de procédures à respecter et ces procédures ne correspondent pas du tout à la réalité guyanaise. Et notez qu'un rendez-vous leur a été proposé mardi après-midi pour en discuter. Les médias étaient d'ailleurs conviés ce matin au rectorat pour faire le point sur les événements survenus récemment dans plusieurs établissements du département. L'agression d'une enseignante à Grand-Santi et le blocage des écoles à Sinnamary sont encore, bien sûr, dans les mémoires. Reportage. En février dernier, une enseignante du second degré avait été agressée sexuellement à Grand-Santi. Immédiatement, un soutien médical et psychologique avait été mis en place. Depuis, la fonctionnaire de l'éducation nationale est rentrée en France hexagonale
profondément choqués. Nous demandons évidemment à la gendarmerie, à la justice de faire son travail. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et ça sera en mesure de rassurer nos jeunes enseignants parce qu'ils attendent évidemment ces gestes forts. Il n'y a aucune confusion dans l'esprit des enseignants de Grand-Santi entre les habitants de la commune, la vie sociale et je rappelle que c'est un crime. C'est une affaire extrêmement grave. À Sinnamary, suite à la plainte de certains parents d'élèves qui estimaient inconvenants les comportements de plusieurs enseignants dans un établissement scolaire, celui-ci avait été bloqué. Les équipes du rectorat s'étaient déplacées et avaient obtenu la levée du cadenassage dès le 26 janvier. Un dialogue a pu voir le jour entre les parents d'élèves, les équipes enseignantes et le rectorat. Des mesures ont été prises. Une enquête par les inspecteurs des disciplines concernées, par l'inspecteur de la vie scolaire. J'ai nommé un médiateur, le médiateur académique Raphaël Robinson, et les parents d'élèves nous ont laissé dans cette négociation 4 semaines ouvrées. Nous sommes en butée aujourd'hui même. Donc je me rends à Sinnamary cet après-midi pour voir si les propositions, la médiation, les mises en œuvre préconisées par les inspecteurs sont suivis d'effets et surtout d'effets satisfaisants de la part des parents d'élèves qui critiquaient fortement les méthodes pédagogiques de 2 de nos enseignants. Enfin, au sujet du virus Zika, le recteur a déclaré soutenir les enseignantes enceintes qui désirent rentrer en France hexagonale afin de ne prendre aucun risque pour leur grossesse. Le rectorat a par ailleurs demandé à l'ARS de diffuser des tracts d'information et de prévention dans les 9 langues parlées en Guyane. En bref, déjà 22 jours qu'une partie des agents de la mairie de Matoury sont en grève. Hier, une reprise des négociations a eu lieu avec l'intervention de la médiation de la préfecture. Les 2 parties ont négocié jusqu'à 2 h du matin la nuit dernière, mais aucun terrain d'entente n'a pour le moment été trouvé. Nous partons à Paris maintenant avec le Salon de l'Agriculture qui suit son cours jusqu'à dimanche. Une excellente vitrine pour les produits venus d'outre-mer puisque tous les départements ultramarins sont représentés cette année. Et la Guyane fait bonne figure avec une dizaine d'exposants bien décidés à faire découvrir les saveurs et l'originalité de nos produits locaux. Un reportage signé Stéphane Alexandresco. Succès garanti pour l'édition 2016 du Salon de l'Agriculture de Paris qui se tient porte de Versailles jusqu'au 6 mars. Le salon qui regroupe tous les acteurs du monde agricole voit défiler comme tous les ans Parisiens, provinciaux et représentants du monde politique. C'est un lieu incontournable où il est important d'être présent. Les ultramarins l'ont bien compris et animent énergiquement le salon avec de nombreuses délégations provenant de tous les départements d'outre-mer. La Chambre d'agriculture guyanaise, qui est venue avec 10 exposants présenter des produits, est parfaitement consciente de l'importance d'avoir ici une visibilité. Donc voilà, c'est une vitrine, une visibilité pour montrer que voilà, ce petit département français, plutôt ce grand département français qui en Amérique du Sud existe. Et existe avec des produits beaux, avec des produits nobles et des produits intéressants. Des produits intéressants et originaux, encore peu connus en métropole, mais qui ont un potentiel formidable pour séduire les consommateurs, comme le jacquier, ce fruit exotique dont la saveur évoque un mélange de mangue et d'ananas, très riche en vitamines. C'est très bon gâteau, le parfum c'est l'idéal, c'est bon, c'est très très bon et quasiment c'est même pas en bio parce que on va dire c'est en sauvage carrément quoi. Et ça c'est très bon pour la santé, je trouve que c'est meilleur pour la santé, voilà. D'autres produits bio et naturels ont déjà fidélisé une clientèle bien au-delà du marché guyanais et ont acquis une réputation à l'exportation en métropole. Nos produits phares sont essentiellement les pâtes de piment, les épices. Nous faisons aussi de la confiture, donc tout ceci à base de l'agriculture de Guyane. Donc nous faisons de très bons produits transformés justement avec de bons produits de base. Des fruits essentiellement, pas de conservateurs, pas d'arômes artificiels, des vrais produits avec l'agriculture de Guyane. Médaillée d'argent en 2016, les créations de la corbeille à confiture s'inspirent des saveurs guyanaises dont est imprégnée sa fondatrice, originaire de Guyane. Les confitures que j'élabore sont faites, ont toujours une couleur, je dirais, un petit peu de chez moi, de Guyane, puisque c'est l'endroit où j'ai vécu. Et je m'attache très souvent à mixer fruits exotiques et fruits de métropole. Tout ça dans le but de, disons que, comment vous expliquer, dans ma tête, il y a toujours un mélange de parfums, de saveurs qui se fait automatiquement et qui crée des recettes et des créations à la fois que moi j'appelle métissées.
À l'ouverture du salon, les agriculteurs métropolitains ont manifesté leur mécontentement face aux difficultés liées à la chute des prix et à la concurrence, des problèmes bien connus des agriculteurs guyanais auxquels ils font face depuis des années. Il faut savoir que nous, les problèmes que rencontrent les agriculteurs métropolitains, nous avons des années que nous rencontrons avec eux, les prix excessifs des intrants, les engrais, tout ça, 40% de plus que sur le marché européen. On a toujours su faire avec. Donc aujourd'hui, on comprend ce qu'ils ont, hein, avec les problèmes des pays frontaliers qui leur font de la concurrence déloyale. Nous, les pays frontaliers, le Suriname, le Brésil, ça fait longtemps qu'ils nous font cette concurrence, donc on a appris à vivre avec. Et voilà, donc on comprend la problématique, mais c'est pas la même chose chez nous, tout en sachant que cette problématique, nous, ça fait plus de 40 ans qu'on la vit. Donc c'est une découverte pour nos collègues de l'Hexagone, mais pas pour nous. Si les difficultés demeurent, la tendance reste optimiste puisque la Chambre d'agriculture de Guyane se fixe comme objectif d'installer 100 jeunes agriculteurs par an pour les 10 ans à venir. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons les festivités de la mi-carême qui ont démarré aujourd'hui avec le défilé des écoliers de Cayenne. Et puis nous parlerons de cette journée langue et talent qui s'est tenue à Anne-Marie Javoué. Les élèves ont pu partager leurs connaissances linguistiques et à l'honneur aujourd'hui leur talent personnel. Mais d'abord, intéressons-nous à l'état de santé de notre planète. D'ici une centaine d'années, le niveau des océans devrait monter d'1 mètre, un phénomène qui perturbera l'équilibre souterrain entre les masses d'eau douce et les eaux salées. Les nappes phréatiques seront-elles aussi directement touchées? Le Bureau des recherches géologiques et minières de Guadeloupe fournit quelques explications. Reportage Bénédicte Jourdier et Isabelle Abou. Lors du creux, hydrogéologue au Bureau de recherche géologique et minière analyse cette eau. Elle mesure la température, le pH et la minéralisation. Alors 306, c'est quand même un indice intéressant parce que ça nous montre que l'eau est très minéralisée et donc elle ne peut pas avoir une origine de surface. C'est pas de l'eau de pluie, c'est pas de l'eau de rivière, c'est bien de l'eau de nappe. De l'eau qui sort tout juste des nappes phréatiques. Des nappes reconnues vulnérables sur les territoires insulaires comme l'archipel guadeloupéen, puisqu'elles sont en contact permanent avec l'eau salée. Au sein de ces îles, on a une ressource en eau, un stock d'eau douce en fait, qui va être contenu dans la roche. Mais cette eau douce, elle va être en équilibre assez fragile sur de l'eau de mer. L'eau de mer étant plus lourde, on va la retrouver en densité, on va la retrouver sous l'eau douce. Mais vous imaginez bien que cette limite entre l'eau douce et l'eau salée est assez tenue en fait. Et donc, si on perturbe par forage, par pompage, cette interface, on peut du coup générer ce qu'on appelle une intrusion saline et contaminer la ressource en eau douce, d'où sa vulnérabilité en contexte insulaire. Sur ce schéma, on découvre la lentille d'eau douce, dont la densité est plus faible, entourée d'une masse d'eau salée plus dense, située juste dessous. Sur le schéma suivant, on comprend mieux les risques de salinisation liés au forage. Alors vous avez l'exemple de ce forage ici, qui est donc implanté assez proche du littoral. Et on constate qu'en raison d'une surexploitation, on a une intrusion de l'eau de mer dans le forage. Alors il faut noter que ce type de contamination est très difficilement réversible. Et il faut attendre vraiment un grand nombre d'années pour que l'eau douce retrouve une salinité normale et qu'elle redevienne potable. Les forages pour l'exploitation de l'eau potable sont donc très surveillés afin d'éviter la salinisation des nappes et encore plus dans un contexte de changement climatique où le niveau des océans pourrait monter d'1 mètre d'ici 100 ans. Ce qu'on va observer, c'est une intrusion encore plus dans les terres de l'eau de mer, donc finalement une diminution de ce stock d'eau douce. Donc ça, c'est vraiment un facteur qui montre la vulnérabilité de la ressource et ça nécessite de le prendre en compte dès maintenant pour être prévoyant et laisser aux générations futures une ressource de bonne qualité. D'où l'intérêt de surveiller la qualité et la quantité des ressources en eau. Actuellement, le Bureau de recherche géologique et minière gère 25 forages dispersés sur tout l'archipel. Retour chez nous, les écoliers de la capitale étaient de sortie ce matin pour le défilé de la mi-carême. Une matinée récréative qui s'est tenue au stade Georges Chaumette accompagnée du groupe Éruption. Les enfants ont pris part joyeusement à cette tradition que la ville de Cayenne souhaite remettre au goût du jour. Mia Pierre. Le temps d'une matinée, l'ambiance carnavalesque s'empare du stade Georges Chaumette de Cayenne. C'est la mi-carême et les petits bouts des écoles maternelles ont revêtu leurs costumes. Joie,
Danse et musique sont au rendez-vous de cette manifestation organisée par la mairie. C'est de donner un espace d'expression aux enfants, aux associations et à la population de façon générale. Les enfants, effectivement, participent au carnaval par l'école ou bien en y assistant. Mais là, c'est vraiment pour eux. C'est organisé pour les enfants de la ville. Et le maire de la ville de Cayenne espère que l'année prochaine, par exemple, on aura beaucoup plus d'écoles qui vont adhérer. C'est vrai que le carnaval a été court cette année, donc la mi-carême est tombée rapidement par rapport aux années précédentes. Mais je pense que l'année prochaine, on aura un peu plus de marge pour que plus d'écoles se mobilisent. Encadrés par leurs enseignants et accompagnateurs, les enfants ont ainsi chanté, crié sur des airs carnavalesques, remémorant une période pas si lointaine. On a dansé, on a bien pris le goûter, c'était bien. On a sauté et il y avait de la musique. C'était bien fait le tour du stade avec mes amis. Et après, je suis allée chez moi et mon papa était là. J'ai fait le tour du stade. On a bien dansé, on a bien chanté, on a bien crié. Parce que je me suis amusée, j'ai dansé. Le souhait des organisateurs était de remettre au goût du jour le défilé de la mi-carême, comme il avait lieu auparavant à Cayenne. Très bien, très à l'aise, très heureux, on va dire. Ça fait toujours du bien de sortir de l'école. Et puis la mi-carême, c'est une tradition qui se perd, donc heureuse de les avoir vus heureux. Ça, c'est une tradition, mais comme ça se perd, alors là, on essaye de voir si on peut relever la tradition. Et puis surtout avec les enfants, surtout pour les enfants, c'est très important. Un défilé des plus animés, dont la partie musicale est assurée par le groupe Éruption. C'est avec beaucoup de passion que cette parade sous le thème de l'or s'est terminée. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Nous revenons maintenant sur cette tradition qu'est la mi-carême avec notre invité Armand Hidert. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un passionné du patrimoine guyanais. Alors vous, expliquez-nous, vous qui connaissez cette histoire, quel est le sens de la journée de la mi-carême? La journée de la mi-carême est dans le calendrier romain. C'est-à-dire que si nous commençons par l'épiphanie à aller après au jour gras et au mercredi des cendres, c'est un calendrier romain. Et après, le carême commence, il y a 40 jours de carême. Alors pourquoi cette coupure entre les chrétiens, les catholiques qui suivent ce temps fort de la vie de l'Église, et on dit qu'il faut quand même faire une coupure les 20 jours avant, et on coupe, et 20 jours après, on recommence. Donc c'est pour redynamiser un petit peu la vie, et puis donner un petit peu de souffle aux gens qui attendent le Pâques, finalement. Une coupure en tout cas caractérisée par la fête. Oui, cette coupure donne le droit de faire la fête. Alors, et cette fête était traditionnellement organisée le mercredi soir. Il y avait le bal travesti de la mi-carême. C'était organisé par une association, le Cercle Saint-Hubert par exemple, les Amis du Livre, ou les éclaireurs, éclaireuses, ou bien le tennis club de Cayenne, par exemple. Ils organisaient ce bal, mais il était travesti, pas masqué, travesti. Donc on pouvait chercher un costume, harlequin, ou on créait un costume pour ce jour-là. Et puis le jeudi, dans l'après-midi, les chars sortaient. Alors ça, ce sont des associations aussi qui se débrouillaient, les groupes folkloriques, tout le monde préparait les chars depuis déjà un mois. Hein, on prépare les chars pendant le carnaval finalement. Pendant le carnaval, on prépare les chars de la mi-carême, oui, parce que c'était dans le programme d'activité. Pourquoi selon vous c'est perdu aujourd'hui cette tradition des chars, des défilés, de la reprise du carnaval pour cette coupure de la mi-carême? D'abord il y avait classe, il y avait le travail, on avait des occupations le jeudi de la mi-carême. Il y a 30-40 ans de cela. Nous avons souhaité, comme les Guadeloupéens, à avoir ce jour-là comme jour férié, ou d'un jour chômé, ou un jour de repos, pour permettre aux personnes qui s'impliquaient dans les chars de préparer mieux. Alors, le recteur d'académie de l'époque, M. Varoudière, et moi-même, président du syndicat d'initiative de la ville de Cayenne, responsable de l'animation à cette époque-là, nous avions fait un comité de fête, et on a décidé de demander de nous donner ce jour-là.
comme les Guadeloupéens. Et ça a été fait. Il y a eu un texte, une circulaire qui a passé, qui a dit, bon, le jeudi de la mi-carême sera un jour de repos pour préparer les chars. Et finalement, quelques temps plus tard... Et alors, quelques temps plus tard, il y a des gens qui ne voulaient pas prendre ce jour-là pour se reposer. Et il y a ceux qui voulaient le prendre pour se reposer, et d'autres qui ne voulaient pas le prendre pour travailler. Alors, toute l'histoire est là. Ils ont dit que bon, plus c'est comme ça, on retourne au jeudi travailler. Mais il y a des entreprises qui ont signé cet accord avec leur groupe et ils ne travaillent pas le jeudi de la mi-carême, le jeudi d'après-midi. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais l'engouement, l'attrait des gens pour faire les chars, pour faire tout ce spectacle de l'après-midi jusqu'à la nuit, jusqu'aux 19h, 20h, ne prend pas. Alors, je sais Vous pas. Pensez qu'on va le retrouver peut-être un jour? Peut-être le réinitier, s'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent faire quelque chose pour la Guyane, oui, mais pas facile. Mais surtout qu'ils n'ont pas vu le spectacle. Alors, je les invite à aller voir l'exposition que fait Madame Marie-Paul Jean-Louis à la rue Madame Paillet. Ils verront ce qu'on a fait il y a 50 ans ou 60 ans. Exposition à laquelle vous avez d'ailleurs contribué. Oui, je défile dans les rues, en char, en romain. J'ai été en costume romain, après mes enfants ont défilé aussi en char. Nous avons reproduit le mont Sépérou avec Sépérou et ses braves. On a reproduit la tribu, cette colonisation qui a été faite à l'époque pour déranger, chasser les Amérindiens du mont Sépérou. On a fait aussi une fusée, on a imité Apollo 71, on avait imité. On fait défiler une fusée dans les Cayenne. Et cette fusée, elle est où? On ne peut pas la retrouver aujourd'hui? Non, on ne peut pas la retrouver aujourd'hui. Elle est finie. En tout cas, elle a défilé même avant Ariane 5. C'est terminé. En tout cas, voilà, vous militez pour la préservation de ce patrimoine. Merci. Oui, ce sont des ateliers pour les enfants, pour les occuper, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Alors, ça va occuper les enfants, de les faire travailler un mois, la préparation des chars de la mi-carême. Merci beaucoup Armand Hider pour ce moment d'histoire et toutes ces précisions. Merci. On poursuit sur ce même thème avec un autre regard. Les catholiques sont donc à mi-parcours de cette période de privation. Pour l'Église, aucune trêve n'est prévue dans le carême, contrairement à la tradition qui préfère une pause. Voyez ce reportage en Martinique de Loïc Régis. La foi désigne l'adhésion absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. Une définition qui prend tout son sens pour certains en ce jour de mi-carême. Pas question d'observer une trêve spirituelle. Il faut tenir jusqu'au bout. Pour moi, il n'y a pas de trêve. Dans la Bible, en fait, j'ai jamais entendu que Dieu il a fait une trêve. Il a tenu les 40 jours. Donc s'il a tenu, nous aussi, on peut tenir les 40 jours facilement. Il n'y a pas de mi-carême, il n'y a pas de carême. Pour moi, c'est le complet. C'est carême, c'est 40 jours, 40 nuits. Pour d'autres, la relation avec une période de privation est plus souple. Oui, la mi-carême, c'est oui, on se lâche. On peut interrompre et puis reprendre après. Pourquoi pas? Une date controversée sur le calendrier. D'un point de vue religieux, c'est simplement un repère chronologique qui n'inspire aucune rupture. La mi-carême exprime pour les catholiques la moitié des 40 jours de sacrifice réalisés après le carnaval. Ça ne veut pas dire que, puisque nous sommes au milieu du carême, qu'on puisse s'octroyer une journée off, entre guillemets, par rapport au carême. C'est simplement, nous avons parcouru la moitié du carême et nous sommes invités à aborder la deuxième partie, j'allais dire avec une certaine sérénité, une joie intérieure. Un thème qui passionne cet écrivain mordu d'histoire. La mi-carême est apparue au Moyen-Âge. C'est une tradition carnavalesque d'origine française. Si la façon de la célébrer a aujourd'hui changé, son principe reste le même. Dans ces années-là, le carême, c'était quelque chose de très contraignant, de très austère. C'était de la souffrance parce qu'il ne fallait pas manger, il fallait manger certaines choses. Et donc, si vous voulez, le carême a toujours représenté cette fracture. Peut-être pas une fracture, mais cette rupture dans la dureté de la vie. On fait la fête, on boit, on mange, et le lendemain, on recommence encore pendant 20 jours jusqu'aux festivités de Pâques. Pour les pratiquants, le dimanche 27 mars marquera cette année la fin du carême. En Guyane, nous nous rendons maintenant dans l'établissement Anne-Marie Javoué qui tenait aujourd'hui sa 10e édition de la Journée des Talents. Comme chaque année à cette date, les jeunes sont invités à montrer leur savoir-faire, l'occasion de souligner et mettre en valeur les qualités de chacun. Poèmes, contes, connaissances en langue et autres talents artistiques ont été présentés. Reportage Jonathan Lariot. En espagnol,
se calme. Faute de regarder en avant, on tombe en arrière. Cuando Dios amanece para todos, amanece. Ou encore en anglais. What was beyond the river? Wanted to discover the world. So, what he did, first, he tried to jump, he couldn't. Ils parlent tous plusieurs langues. Et ce n'est qu'une petite partie des différentes cultures qui composent le lycée Anne-Marie Javoué de Cayenne. Aujourd'hui, pour la journée des langues, chacun s'est exprimé dans une des langues qui peuplent la Guyane. Mon but, c'était vraiment de partager ma langue d'origine. C'était vraiment, comme je sais la parler couramment, je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir partager un moment tranquillement avec les autres élèves de ma classe, une langue qui fait partie un peu aussi de la Guyane, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent espagnol ici en Guyane. Ça m'a permis de partager un peu mes connaissances en anglais et aussi de m'essayer à parler en public, ce qui a été une expérience enrichissante, je dirais. Voilà, en l'occasion de la journée des langues, et sachant que je me débrouille beaucoup mieux en anglais qu'en espagnol, je me suis dit que j'allais le faire en anglais tout simplement. Inscrite depuis 2007 dans le programme scolaire du lycée, la journée des langues fait partie intégrante de la scolarité des élèves. Chacun, par sa culture et ses talents, est mis en avant. Ils sont capables de parler une langue étrangère, anglais, espagnol, portugais, créole, toutes les langues qui sont enseignées au sein du lycée Anne-Marie Javoué. Et d'autre part, on a rajouté des talents pour montrer qu'ils sont capables, outre le travail scolaire, outre le travail intellectuel, d'exprimer leurs propres talents. Ça leur permet de prendre confiance en eux et de montrer qu'ils sont capables d'aller plus loin. Nous luttons contre la discrimination. Vous avez bien vu que toutes les langues sont inscrites, toutes les ethnies présentes en Guyane sont représentées à travers les élèves et nous voulons vraiment réunir et regrouper tout le monde au sein de cette journée. Une journée qui aura rencontré un vif succès. Les élèves se sont bien prêtés au jeu. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. Des transporteurs ont bloqué toute la matinée l'accès d'une entreprise de terrassement qui leur doit une somme d'argent importante. La société visée se dit en grande difficulté mais assure qu'elle fera le nécessaire au plus tôt. Le rectorat prend ses responsabilités. C'est le message de l'Académie transmis aux médias ce matin. Le recteur a assuré que tout sera fait pour protéger davantage enseignants et élèves en réponse aux événements survenus récemment dans plusieurs établissements. Le salon de l'agriculture, une vitrine pour les exploitants ultramarins. Une dizaine d'exposants guyanais nous représentent dans la capitale, bien décidés à faire la promotion des cultures culinaires de chez nous. Enfin, nous avons vu la mi-carême avec ce matin un défilé des écoliers de Cayenne au stade Georges Chaumette. Ambiance assurée avec le groupe Éruption. Dans quelques instants, l'information continue avec nos confrères de BFM TV, puis ce sera Dom Laquezotte. Très bonne soirée à vous. À demain.